Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, bien que le budget global du projet de loi de finances 2025 soit marqué par une austérité imposée par le Gouvernement, je constate avec satisfaction que les crédits alloués à l'éducation ont augmenté. Malheureusement, cette hausse s'accompagne de suppressions de postes dans l'enseignement, en grande partie justifiées par la baisse démographique dans certaines régions. Il est essentiel que notre système éducatif soit soutenu par des ressources humaines suffisantes pour garantir un encadrement adéquat. La réussite de nos enfants en dépend. Je voudrais donc exprimer ma profonde inquiétude face à cette logique de suppression qui, selon moi, est loin d'être la meilleure réponse à la situation actuelle. En effet, la baisse démographique dans certaines zones ne justifie pas une réduction uniforme des moyens humains dans l'éducation nationale, bien au contraire. Il est fondamental que l'État prenne en compte la réalité territoriale et les besoins spécifiques de certains départements, et notamment de ceux qui, comme la Seine-Saint-Denis, connaissent des défis particuliers. Notre département, qui souffre d'une densité scolaire particulièrement élevée, a besoin de ressources humaines supplémentaires pour répondre aux défis sociaux et éducatifs. La logique des suppressions de postes ne prend pas en compte ces spécificités locales. Cette baisse démographique, loin de justifier des suppressions, pourrait au contraire être utilisée comme un levier pour améliorer les conditions d'enseignement et la qualité du service public de l'éducation. Nous devons mieux répartir les ressources, renforcer la qualité de l'enseignement et mieux articuler les différents niveaux d'enseignement, notamment entre le primaire et le collège. Nous savons que la transition entre ces deux étapes de la scolarité est un moment clé, souvent mal vécu par les élèves. Une meilleure coordination entre enseignants du primaire et du secondaire pourrait fluidifier cette transition, faciliter le passage du savoir et renforcer l'apprentissage des fondamentaux. Nous devons ajuster les effectifs et orienter les ressources vers les territoires qui en ont le plus besoin, notamment les départements sinistrés comme la Seine-Saint-Denis. Cela permettrait d'assurer une égalité des chances pour tous les élèves, quel que soit leur territoire d'origine ou leur environnement social. Il est impératif que le budget d'éducation prenne en compte non seulement la réalité démographique, mais aussi les inégalités sociales et territoriales. Je souhaite également attirer l'attention sur un point fondamental, l'inclusion des élèves en situation de handicap. Aujourd'hui, le nombre d'élèves en situation de handicap dans nos établissements scolaires ne cesse d'augmenter. Or, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH, jouent un rôle indispensable dans leur parcours scolaire et pourtant, nous manquons de ces personnels essentiels. Alors que nous devons absolument garantir la qualité de l'enseignement des élèves, je ne peux donc m'empêcher de m'interroger sur cette logique de suppression. Il y a quelques semaines, j'ai été saisi par le personnel éducatif d'un lycée de mon territoire concernant l'absence d'un infirmier dans l'établissement, poste clé non seulement pour gérer les soins médicaux du quotidien des élèves, mais également pour identifier les situations de grande précarité et de vulnérabilité sociale et pour déclencher, si nécessaire, les dispositifs de soutien et d'accompagnement adaptés. En réorganisant les ressources et en renforçant l'inclusion des élèves en situation de handicap, nous pourrons véritablement améliorer les conditions d'apprentissage et garantir à chaque élève les meilleures chances de réussite. Avant de conclure, je souhaite évoquer un autre sujet essentiel qui impacte directement le pouvoir d'achat des familles et l'égalité des chances pour nos élèves, le coût des fournitures scolaires. Cette année, nous avons constaté une hausse significative des prix, notamment pour les élèves du primaire, avec une augmentation de 23%. Cette inflation qui pèse lourdement sur les finances des ménages contribue à creuser les inégalités. C'est pourquoi, en réponse, j'ai proposé un amendement visant à instaurer la gratuité des fournitures scolaires pour tous les élèves. Jules Ferry disait qu'il fallait faire disparaître la dernière, la plus redoutable des inégalités qui viennent de la naissance, l'inégalité d'éducation. Mes chers collègues, je ne doute pas que ces débats à venir seront riches. Il est désormais temps d'appréhender l'éducation, l'enseignement et l'école de manière plus générale comme un investissement et non plus une dépense. Donnons à l'éducation la place qu'elle mérite et ainsi nous pourrons être fiers de répondre aux défis de notre temps tout en honorant l'héritage de ceux qui ont rêvé d'une école au service de tous. Je vous remercie. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, permettez-moi d'abord, avant d'aborder le budget, de rappeler en premier lieu les principes qui guident mon action et celle de mon ministre délégué. Ma priorité se résume en un seul mot, élever, cela a été rappelé, élever le niveau de nos élèves bien entendu et élever notre jeunesse dans la société. Élever notre exigence en matière de respect des valeurs de la République, en matière de respect dû à nos professeurs, en matière de laïcité. Quelles que soient nos sensibilités, je sais que nous partageons tous ici ces objectifs.
Tout comme nous partageons ce constat, défendre l'école de la République, défendre sa mission, ses valeurs, sa promesse, c'est aussi défendre son budget. Avec 1 200 000 personnels dévoués à la réussite de 12 millions d'élèves, l'école, il faut le dire, est le premier des services publics. L'éducation nationale, le premier employeur de France. Et dans le projet de loi de finances pour 2025, l'éducation nationale reste et restera le premier budget de la nation. C'est à l'école que nous pouvons briser les inégalités de destin, c'est à l'école que nous pouvons vaincre toutes les assignations, et c'est à l'école encore que nous pouvons en somme renouer avec la promesse républicaine que vous évoquiez, Madame la sénatrice. C'est pour cela que depuis 2017, nous avons investi plus de 14 milliards d'euros supplémentaires dans l'éducation nationale. Le budget de mon ministère s'élevait à 49 milliards d'euros en 2017 et en 2025, il s'élèvera à 63 milliards d'euros. Sous aucun autre quinquennat, sous aucun autre septennat de gauche comme de droite, les moyens alloués à l'école de la République n'avaient connu une telle progression. Aujourd'hui, ces investissements sans précédent se traduisent par des progrès sociaux et éducatifs sur tout le territoire. Et en cette rentrée 2024, nous achevons le dédoublement des petites classes en éducation prioritaire. Et les résultats sont là. Les évaluations le démontrent, les élèves ont progressé. Lorsqu'ils entrent en sixième, ils sont aujourd'hui plus nombreux à être en avance en mathématiques en 2017, tandis qu'ils sont moins nombreux, heureusement, à être en retard en français. Il reste évidemment des progrès à faire. Autre investissement nécessaire, depuis 2022, les professeurs ont vu leur rémunération augmenter de 258 € net par mois en moyenne, soit 11% de plus. Et cela, c'est sans compter ni le pacte enseignant, ni les mesures de protection exceptionnelles prises durant les crises. Cette année encore, les infirmières et infirmières scolaires, comme les assistantes et assistants de service social, ont vu leur rémunération progresser de 200 € net par mois. Ce bien-être de tous les acteurs de l'école est fondamental. Je le dis en tant que ministre, mais je le dis aussi en tant que médecin. Par ailleurs, sur l'année scolaire 2023-2024, grâce au pacte enseignant, ce sont 2 millions d'heures supplémentaires de remplacement qui ont permis de pallier des absences de courte durée dans les collèges et dans nos lycées. Le pacte enseignant, ce sont aussi 1 800 000 heures de devoirs faits, 1 200 000 heures de stages de réussite, 1 million d'heures de soutien en primaire, 800 000 heures de plus pour la voie professionnelle, 300 000 heures de découverte des métiers, et cela avec une rémunération attractive pour les professeurs volontaires. 1 sur 3 d'ailleurs s'est engagé dans le pacte, avec à la clé une prime moyenne l'an passé de 2 500 € sur l'année. Je sais, mesdames et messieurs, que nous débattrons d'amendements qui proposeront de supprimer le pacte. Alors, je veux le dire très nettement, supprimer le pacte reviendrait tout simplement à priver des élèves de millions d'heures d'école dont ils ont tant besoin. Mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, même si le budget de l'école continue d'augmenter, même si le niveau des élèves recommence à s'élever, j'entends que pour beaucoup d'amoureux de l'école, tout cela n'est pas assez et que beaucoup reste à faire. En effet, probablement, et que toutes les feuilles de paie ne sont pas encore au niveau de l'engagement sans faille de nos personnels, qu'il nous reste encore tant à faire pour la reconnaissance des personnels, pour la confiance des parents et pour la réussite de nos élèves. Là aussi, je serai directe. Oui, il reste encore beaucoup à faire, beaucoup de chantiers à ouvrir, beaucoup d'engagements à tenir. Mais regardons la réalité de ce PLF. Les écoles publiques compteront en moyenne 21 élèves par classe. C'est le niveau le plus bas que depuis nous mesurons cet indicateur. Dans les collèges et les lycées publics, le nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement par élève continuera de progresser comme depuis 2022. Le budget de l'école inclusive, quant à lui, a plus que doublé depuis 2017, passant de 2,1 à 4,6 milliards d'euros en 2025, avec pour cette année 2000 recrutements supplémentaires d'AESH, qui est aujourd'hui le deuxième métier du ministère. Quant au débat que nous aurons sur le nombre de postes, je veux d'abord rappeler qu'avec 100 000 élèves de moins à la rentrée prochaine, la baisse démographique aurait conduit mécaniquement à retirer 5 000 postes d'enseignants. Messieurs les rapporteurs, et plusieurs d'entre vous proposeront d'ailleurs d'amender ce montant. Je l'ai déjà dit, je suis ouverte à des évolutions, notamment pour tenir compte de l'impact sur les fermetures de classes en zone rurale, vous l'avez évoqué, et aussi pour poursuivre le choc des savoirs engagés au collège.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l'école est à la croisée des chemins. Deux directions s'offrent à nous, le renoncement ou le sursaut. Le renoncement, c'est le nivellement par le bas de notre école. C'est le projet de celles et ceux qui voudraient renoncer à l'exigence et détricoter méthodiquement tout ce que nous avons bâti depuis 2017, laissant l'école dans le même état qu'il y a 10 ans, sans rien proposer d'autre. Qui en paierait le prix? Les élèves d'éducation prioritaire qui apprennent aujourd'hui à lire, écrire et compter dans des classes dédoublées, des petits groupes de 12 élèves. Mais aussi les élèves de zones rurales qui, au collège, bénéficient désormais de groupes de besoins pour renforcer leur maîtrise des savoirs fondamentaux. Ce sera aussi les lycéens professionnels qui étudient maintenant les mathématiques, le français, l'histoire-géographie par classe dédoublée et peuvent effectuer plus de stages pour mieux préparer leur insertion. Mais une autre voie existe, celle du sursaut, de l'exigence pour notre jeunesse, de l'élévation qui consiste à hisser chaque élève au plus haut niveau, au maximum de ses possibilités. Il s'agit aussi de la protection de nos professeurs et du respect de l'autorité, de leur autorité, un chantier que j'ouvrirai. Car l'école a pour devoir d'ouvrir tous les chemins pour que chaque jeune puisse choisir le sien. Car quand l'école progresse, c'est toute la République qui s'élève. Alors oui, nous devons prendre toutes les décisions pour relancer l'ascenseur scolaire dans notre pays. J'ai présenté il y a quelques semaines l'acte 2 du choc des savoirs, c'est-à-dire les décisions pour la rentrée 2025. Elles permettront d'étendre aux classes de 4e et de 3e la dynamique engagée en 6e et en 5e. Et rien ne me fera dévier de cet objectif. Je respecte les désaccords politiques sur le fond. J'ai pris note d'ailleurs des argumentaires juridiques sur la forme, mais se réjouir de la suppression de ces groupes de besoins, c'est ignorer d'une part que la décision du Conseil d'État était une décision de forme et pas de fond, et c'est aussi remettre en question l'aide individualisée des plus fragiles. C'est ignorer que l'urgence de la baisse du niveau scolaire commande de prendre des décisions, et j'assumerai ces décisions. Elles renforceront l'apprentissage des savoirs fondamentaux, du primaire jusqu'au lycée, donneront plus d'autonomie aux chefs d'établissement et offriront un accompagnement, encore une fois, sur mesure, individualisé à chaque élève. Elles permettront enfin de ramener l'ordre et la tranquillité scolaire dans certains collèges et lycées particulièrement difficiles et qui en ont particulièrement besoin. En annonçant les mesures de la rentrée scolaire 2025 dès aujourd'hui, j'entends aussi offrir stabilité à laquelle vous appeliez, continuité et visibilité aux équipes de terrain qui en ont tant besoin. Cette stabilité dont l'éducation nationale a tant besoin et dont je me porte garante. Déstabiliser notre école, c'est déstabiliser en cours d'année des milliers d'élèves en difficulté qui devraient attendre pour bénéficier du soutien renforcé, dont ils ont tant besoin. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je sais que nos débats seront vifs car ils révéleront la vérité des choix à faire pour l'école. Je sais aussi que nos débats seront fervents car nous partageons tous ici une passion pour l'école. Alors je formule le vœu qu'ensemble, nous saurons conforter ce budget. Et je formule aussi le vœu pour nos élèves, pour nos professeurs, pour tous les personnels de l'éducation nationale. Nous avons ici le premier budget de la nation. Protégeons-le. Je vous remercie.